collective qui a été lancée dans la perspective de promouvoir l'unité à gauche et la démarche unitaire que Gérard défend depuis des années et que nous défendons tous ici dans les partis qui ont participé à l'organisation de cet événement. Donc on est ravis pour cette raison. Donc je vais introduire nos trois intervenants. Je pense que je connais tout le monde ici, on n'a pas vraiment besoin, vous connaissez, mais quand même on va respecter les règles de l'art. En premier lieu, on va avoir Nolwenn Djegou, qui est... Djegou, qui est la référente départementale de Debout. Je sais que tu t'es engagé en politique justement parce que François Ruffin s'est lancé dans la dynamique de Debout. Ouais. Et voilà, donc ton engagement est vraiment quelque chose qui est lié à la permanence de François Ruffin sur la scène politique, etc. Et tu travailles en tant que AES, ça veut dire accompagnante éducative et sociale, dans un établissement qui est pour adultes en situation de handicap. Et je pense que tu portes très bien la voix des travailleurs et travailleuses et j'espère que tu continueras à faire pendant des années. Merci. Nous avons aussi l'opportunité, la chance d'accueillir Lydie Massard, qui est actuellement conseillère municipale à Pontivy, anciennement porte-parole de UDB et députée européenne. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, actuellement, elle est candidate à l'élection présidentielle dans le cadre de la primaire du Front populaire 2027. Voilà. Je vous souhaite une victoire, mais pas vraiment, parce que je tiens un Clémentinotin, mais voilà. Franchement, c'est pied de l'Est, voilà. Et enfin, on a M. Gérard Féloche, qui est, vous savez, ancien inspecteur de travail. Il a été militant communiste et puis longtemps au Parti socialiste avant de quitter le parti en 2017. Voilà, au bon moment, je dirais. Et voilà, il est aussi rédacteur en chef de Démocratie et Socialisme, qui c'est une revue qui existe depuis longue date, qui est maintenant la revue officielle de l'après, parce que le mouvement formé par M. Féloche a rejoint l'après. Nous avons fusionné moi je dirais il y a 2 ans, je ne sais pas quand exactement, mais il y a un petit moment maintenant. Et donc c'est vraiment une richesse pour le parti de l'après d'avoir cette revue-là. Et on a des exemplaires à votre disponibilité. Donc, on va commencer avec Nolwenn qui va nous parler de conditions de travail, etc. Et il me semble que c'était ça le sujet qui allait être abordé, mais je te laisse ouvrir. Et on vous encourage à poser des questions, à intervenir entre les interventions. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, je vais essayer de repérer les gens qui veulent intervenir et on fera en sorte que ce soit en échange. Donc je vous présente Nolwenn Djegou. Merci. Okay. Et parler du travail, moi je vais me baser un peu sur ce que François Ruffin il défend, puisque c'est un peu ce que je prône aussi dans le monde du travail, c'est pouvoir vivre de son travail correctement et en survivre comme pour la plupart de nos compatriotes. Voilà. François Ruffin défend aussi un statut pour les travailleurs essentiels. Qu'est-ce qu'on appelle un travailleur essentiel? C'est là toute la question. Il y a tous ceux, bien sûr, dans le médico-social et pas que. Il y a les ouvriers du bâtiment et tous ces métiers qui sont pour nous c'est eux qui tiennent le pays debout. Voilà, pour faire un peu le jeu de mots. François défend aussi la réindustrialisation de la France, de ses entreprises et de son industrie, parce que c'est important qu'on ait une industrie forte en France pour pouvoir après être capable de se protéger
et d'être capable de produire des choses en France et pas de compter sur l'export tout le temps. Voilà. Et ça donnera du travail. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ça, Lydie ou Gérard. Je vous laisse aussi la parole. Voilà ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Moi, j'ai une question en fait. On peut, pour revenir à cette question du statut du travail essentiel, il me semble que en ce moment-là, en fait, on voit encore une raison d'avoir ce statut. On a vu la première fois avec la crise sanitaire. Le Covid, ouais. Mais là, on retrouve en quelque sorte des conditions qui ressemblent beaucoup au confinement. Les gens se retrouvent chez eux, les volets fermés, ceux qui peuvent faire du télétravail le font, les gens limitent les déplacements, etc. Les gens qui travaillent sur l'extérieur aussi, c'est bien aussi de pouvoir les protéger avec des bonnes conditions de travail. C'est-à-dire que les gens du bâtiment et tout, peut-être que sous 35 degrés, c'est juste pas possible en fait. Exact. C'est sûr. Bon, je pense qu'on va passer à la prochaine intervention. Donc Lydie, tu voulais nous parler du changement institutionnel, d'échelle des prises de décision et de ce sujet, j'imagine. Donc je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, je voulais parler de questions institutionnelles et de prise de décision, mais d'abord en préambule, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je voudrais dire que les questions institutionnelles, ça n'est pas une question théorique ou ça n'est pas qu'une question d'organisation du pouvoir. En fait, c'est notre vie de tous les jours. Ce sont les sujets qui nous concernent, l'agriculture, le logement, la pêche pour l'Orient, le pouvoir d'achat. Tout ça, ce sont des questions finalement institutionnelles. Aujourd'hui en France, et on l'a vu depuis les législatives de 2024, on est un petit peu dans une impasse démocratique. Nous, à l'UDB, ça fait 60 ans qu'on défend une idée, celle d'un pouvoir plus local et de décisions, des décisions qui concernent la vie des gens, en tout cas, qui soient données à une échelle plus locale. On voit qu'en France, voilà, on a un système de pouvoir qui est jacobin, qui est extrêmement présidentialisé. Et même si on parle juste des députés, voilà, on est vraiment dans la personne. Et donc, nous, on dit depuis longtemps que ce système ne pourra pas perdurer. Et on voit qu'aujourd'hui, après les législatives de 2024, où on nous garantissait que la Ve République était la garantie d'un pouvoir stable, et bien aujourd'hui ce n'est même plus le cas. C'est-à-dire que même cette garantie-là, aujourd'hui on ne l'a plus. Et pour autant, on se rend compte que passé cet émoi des élections législatives, qu'il n'y a finalement pas eu de proposition réelle de changement d'organisation du pouvoir. Et nous, alors dans cette primaire de la gauche, puisqu'à l'UDB nous sommes de gauche, eh bien nous souhaitons mettre ce sujet au centre de la table et nous souhaitons porter nos propositions sur cette réorganisation du pouvoir. Nous on l'appelle fédéralisme. Bon, on pourrait aussi parler d'autonomie régionale, mais je crois que c'est un peu plus dur à comprendre. Fédéralisme, je pense que ça parle un petit peu plus à tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que le fédéralisme ? Eh bien, c'est le fait de pouvoir prendre les décisions au meilleur échelon possible. Alors, nous, on est très attachés à la question des peuples. Hein, on en a beaucoup parlé ces derniers jours avec la question corse. À la question des espaces de vie, c'est-à-dire comment on vit sur un territoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent breton, même si on n'est pas forcément né en Bretagne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent alsacien ou pourquoi pas même creusois. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et donc pourquoi pourquoi le pouvoir doit s'organiser dans des espaces de vie cohérents. Voilà. Alors, aujourd'hui, on voit concrètement ce qui est en train de se passer sur toutes ces questions. Quand je disais que les questions institutionnelles, c'est les questions de vie, par exemple sur le logement.
Alors il n'y a pas très longtemps, j'étais à un débat où un de mes objecteurs a dit, mais finalement, qu'on cherche un logement à Paris ou qu'on cherche un logement au Pays Basque ou en Bretagne, ben, c'est la même chose. Alors effectivement, pour la personne qui cherche un logement, elle a le même problème, elle n'a pas de logement, mais par contre la réponse n'est pas la même. C'est-à-dire, quand on cherche un logement en Seine-Saint-Denis parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, parce qu'il y a des problèmes de mobilité, etc., on n'apporte pas la même réponse que de chercher un logement dans le Pays Basque, où en fait le problème c'est qu'il y a énormément de résidences secondaires, et que finalement, là où il faut jouer, c'est peut-être pas sur le logement social, mais peut-être un peu plus sur la régulation des logements secondaires. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on souhaite, qu'on veut voir un pouvoir local arriver, c'est-à-dire qu'on veut des politiques qui soient dynamiques et qui s'adaptent aux territoires sur lesquels on vit. Ce qu'on est en train de vivre actuellement, la question de la canicule, moi je trouve que c'est vraiment l'exemple des conséquences de ce qu'on a fait aujourd'hui en France, c'est-à-dire des politiques sur la transition énergétique qui n'ont pas du tout concerné les territoires. Par exemple, on a pris la décision en France de tout miser sur l'énergie nucléaire. Voilà. Et ça, c'est une décision de l'État qui a été prise sans les territoires. Eh bien, peut-être que dans les territoires, et je pense que nous en Bretagne on est concernés, on aurait pu envisager autre chose. On a quand même un trait de côte qui est grand, un des plus grands traits de côte de France. Bah, peut-être qu'en Bretagne on pourrait imaginer des ressources énergétiques qui soient différentes que des ressources nucléaires et qui soient en plus renouvelables ou vertes. Je pourrais parler aussi de la question agricole et de l'alimentation. Alors ça, c'est mon sujet préféré. Eh bien, je dirais que finalement, l'État central et l'Union européenne prend des décisions pour ce qui concerne les sujets agricoles qui ont des conséquences aujourd'hui sur le climat. On peut parler des pesticides, on peut parler de l'eau. Et eh bien, ces politiques-là, elles pourraient être envisagées différemment selon les territoires. Je m'explique. Est-ce qu'en Bretagne, donc région d'environ 5 millions de personnes, je compte toujours la Loire-Atlantique dans la Bretagne, voilà, région d'environ 5 millions de personnes, est-ce que vraiment la vocation de la Bretagne, c'est de continuer à produire pour 20 millions d'habitants? À côté, la Corse produit pour moins de 10% de ses besoins alimentaires. Voilà. Donc, est-ce que vraiment cette politique organisée par l'État est efficace? Est-ce qu'elle permet de répondre aux enjeux d'avenir? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Et je crois que les régions pourraient être novatrices dans ces domaines. Quand j'étais députée européenne, on a voté la question du glyphosate. Et donc, cette question, elle est tranchée par les États. Nous-mêmes, les députés européens, donc on est représentants des citoyens et des citoyennes de l'Europe, nous n'avons pas eu à voter sur cette question. Il n'y a que les États qui ont eu à voter sur cette question. Eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais le Conseil régional de Bretagne a adopté un vœu pour la sortie du glyphosate. Donc, la Bretagne, la plus grosse région agricole de France, a écrit à la Commission européenne et a écrit au gouvernement français pour lui demander d'être terre d'expérimentation pour la sortie des pesticides. Qui a entendu parler de ça ici dans cette salle? Personne. Ça reste un vœu, c'est pas... Eh bien, moi je trouve dommage que quand la plus grosse région agricole de France, en plein débat sur les glyphosates, dit « nous », on a envie d'essayer quelque chose, on a envie d'expérimenter quelque chose, qu'il n'y ait pas de réponse, ni de l'État, ni de l'Union européenne. Voilà. Et nous, c'est ça qu'on a envie de voir naître, c'est que les initiatives locales, que ce que des populations,
que des populations en fait puissent changer les choses sur leur territoire, à eux. Voilà. Et on a aussi envie de dire que la solution qui sera proposée en Bretagne n'est peut-être pas celle qui devra être adoptée dans une autre région. En fait, on a envie de dire que les solutions, elles ne peuvent pas être uniformes partout. Par exemple, à Lorient, je pense que vous êtes assez concernés sur la question du logement. Pourquoi là, est-ce que Lorient n'est pas zone tendue ? En fait, c'est une question à laquelle aujourd'hui on ne peut pas répondre parce qu'on a essayé d'observer les critères d'attribution de la zone tendue donc, par rapport à ces fameuses résidences secondaires et résidences Airbnb. Aujourd'hui, on ne les comprend pas vraiment. Donc, pourquoi il y a certaines zones qui ont le droit d'être zone tendue, donc où les élus locaux ont le droit de prendre des décisions, et pourquoi d'autres ne le sont pas, ça, c'est en fait un peu un mystère. Et nous, on demande que, en fait, ce soit chaque territoire qui ait la possibilité de dire nous, on estime qu'aujourd'hui, dans notre territoire, il y a trop de résidences secondaires, il y a trop de résidences Airbnb, il y a trop de personnes qui cherchent un logement pérenne où alors les prix sont exorbitants et les jeunes ne peuvent plus venir s'installer. Donc ce sont nos élus locaux, nous, on décide d'être zone tendue et on décide de prendre les décisions les plus adaptées à notre territoire. Voilà, c'est tout ça qu'on a envie de défendre. Et on a envie de dire que cette question institutionnelle, ce n'est pas qu'une question d'organisation du pouvoir, c'est une question de vie quotidienne. Et puis, je voulais aussi dire que moi, je suis très contente d'être là ce soir à côté de toi, Nolwenn, parce que tu es donc une personne de la vie du travail. Moi, je suis cuisinière. Et moi, je trouve qu'on a toute notre place en politique. Et que... je veux vraiment le revendiquer dans cette élection, parce qu'en fait, aujourd'hui, la vie politique, elle s'est enfermée dans un espace de sérail parisien national, avec des gens qui sortent tous des mêmes écoles. J'ai pas fait les dents. Et je ne l'ai pas fait non plus, et je ne le ferai pas. Voilà, c'est terminé. Mais en tout cas, je voudrais juste te dire que en fait, je ne suis pas contre ces grandes écoles. Évidemment, on a besoin de gens qui sont des techniciens pointus dans des domaines. Évidemment, on a besoin d'intellectuels. Mais on a aussi besoin de diversité dans la vie politique. Et c'est aussi ce que je porte. C'est aussi ce que je porte pendant cette campagne, de dire que finalement la vie politique aujourd'hui, elle n'est pas réservée à quelques personnes et à quelques élites, et que si les gens aujourd'hui sont un peu, je dirais, dégoûtés, parce que c'est vrai qu'on a du mal à faire le plein dans nos réunions politiques, dans nos meetings, etc. On a du mal à faire croire en un avenir meilleur. C'est aussi parce que je crois qu'on a besoin de voir ces idées portées, les idées politiques portées par des gens comme nous, qui viennent du terrain. De la base, j'allais dire. Je pense qu'on a aussi des choses à dire. Je l'ai vu quand j'étais députée européenne, il y a plein de trucs hyper techniques qui sortent. Mais nous aussi, on a des idées à porter. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de la canicule, moi je trouve dommage, je fais peut-être la transition avec ce que tu diras après, mais je trouve dommage d'entendre très peu parler du droit des travailleurs. C'est vrai, on parle beaucoup de la canicule, des difficultés dans lesquelles les gens travaillent aujourd'hui, mais en fait, le changement climatique fait que nous, les travailleurs, on va être devant de nouveaux défis et qu'il va falloir revendiquer de nouveaux droits. Voilà, il va falloir qu'on revendique de nouveaux droits. Et je crois que on doit porter ça, d'autant plus dans un système où, après 10 ans de macronisme, on a quand même mis les corps intermédiaires par terre.
On les a réduits à peau de chagrin, en tout cas leur pouvoir a été réduit à peau de chagrin, a un peu dégoûté les gens quand même de la mobilisation populaire. Je crois que nous, on a ça à porter dans cette campagne. Et voilà, la cuisinière qui décide d'être candidate aux primaires de la gauche, c'est aussi ce message qu'on veut porter d'une autre politique. Il y a eu un moment où la gauche savait faire monter des gens. On a eu un Premier ministre, Bérégovoy, qui était tourneur-fraiseur. Je crois qu'elle doit aussi réfléchir à la manière dont elle s'est organisée et elle doit se réorganiser et se réapproprier les thèmes qui ont fait le Front populaire en 1936 et qui l'ont fait gagner. Et qui le feront en 2027. Je propose qu'on profite de cette transition-là et que en fait, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Moi j'avais une petite Oui. question. Vas-y. Après les questions, vous plaît, non? Je sais pas. Vas-y Gérard, vas-y. Oui. Et bonsoir. J'écoutais avec passion. Qu'est-ce que j'ai... Je vais dire, d'abord, je remercie les militants qui ont préparé la réunion, moi aussi. Il faut toujours souligner Bertrand Périssé qui a fait la logistique et qui est là, qui nous a amenés. On est parti ce matin de Paris. Merci à Debout d'être avec nous, la presse. Tout ça, on n'est pas nombreux, mais ça me plaît bien, quoi, hein. Et merci à la camarade de l'UDB. Je vais essayer de dialoguer avec toi aussi. Moi je suis un fils ouvrier, hein. Mon père était menuisier chaudronnier, ma mère était aide-soignante, je suis mari d'infirmière, ma femme s'appelle Soisic Le Toulec, alors ça devrait pas être totalement étranger à la Bretagne. J'ai fait une douzaine de boulots dans ma vie. J'ai été manutentionnaire, docker, chauffeur-livreur. J'ai été facteur pour plus de 2 ans, j'ai été conducteur de train, j'ai été moniteur, éducateur social, professeur de philo, journaliste, imprimeur, ouvrier du livre. Avant de... Ça m'a pris 11 ans, hein, tout ce que je viens de raconter. Il me donne 300 balles de retraite pour les 11 années de privé. Donc ça m'a pris 11 ans, puis après j'ai passé le concours d'inspecteur du travail et j'ai visité 9000 entreprises dans ma vie, j'ai fait le compte un jour. 9000. En gros 300 par an. Voilà, et j'ai enquêté sur 14 accidents mortels du travail. C'est ce qui me marque le plus quand j'ai la mémoire de ma carrière, quoi. Parfois je fais encore des cauchemars sur certains d'entre eux, qui étaient tous... auraient pu tous être évités, pratiquement. Il n'y a pas de fatalité dans les accidents du travail. Et les patrons... Ah oui, je précise tout de suite une chose, c'est qu'au bout de 30 ans d'inspection du travail, je hais les patrons. J'espère que je ne choque personne dans la salle ici, mais j'en ai tellement vu, rencontré, que pour moi, 2 sur 3 sont des menteurs, 3 sur 3 sont des exploiteurs, mais il y a des exploiteurs plus sympas que les autres qui respectent la loi et qui respectent les salariés, et il y en a d'autres qui sont absolument imbuvables. Et quand on est inspecteur du travail, on est là pour les contrôler, ils mentent, ils fraudent, ils exploitent, que ça en est, bon voilà. Hein, mais, donc ça m'a appris la lutte de classe, vous savez, si je ne l'avais pas connu quand j'étais petit, si je n'avais pas fait mai 68, ah oui, je milite encore, j'ai 81 ans, hein, je milite encore parce que, à cause de mai 68, je suis un attardé, moi, de mai 68. Pas du mai 68 mondain, mais du mai 68 gréviste, hein, de la plus grande grève générale de l'histoire de l'humanité. Et à 81 ans, j'ai une foi de charbonnier, je pense qu'il y en aura un nouveau. C'est-à-dire que je pense que, contrairement à des gens qui disent c'est passé, non. On me disait déjà ça quand j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, on me disait c'est fini le Front populaire, c'est fini la résistance. Maintenant, je me rappelle des phrases atroces. Les ouvriers sont embourgeoisés. Il n'y a que le PMU, le tiercé, la bagnole. J'avais 20 ans.
hein. Et on me disait des choses comme ça, et on me disait, tu as des illusions sur les grèves. Et j'avais 20 ans que j'avais une illusion sur une grève générale, j'attendais ça. Et j'ai dans ma vie, je l'ai vu. C'est important, hein. Et les gens, en mai 68, ils changeaient plus en 3 jours qu'en 3 semaines, et en 3 semaines qu'en 30 ans. Toutes les consciences se transformaient. Quand on a un pessimisme sur le salariat, on ne peut pas l'avoir quand on a vécu mai 68. Les gens qui, la veille, ne s'intéressaient pas aux syndicats, venaient demander une carte d'eux-mêmes. Hein, les gens qui, la veille, disaient des conneries sur... eh ben, ils étaient solidaires avec tous, quelle que soit la couleur de peau. Hein. Les gens qui disaient on ne peut rien avoir, quand ils ont compris qu'ils avaient 33% d'augmentation du SMIG, 33% d'augmentation du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, et 55% d'augmentation du SMAG, salaire minimum agricole garanti, pour le mettre au même niveau, parce qu'ils n'étaient pas au même niveau, et donner ce qui va s'appeler le SMIC ensuite. 33%. Moi, je pense toujours, quand on me dit on ne peut pas augmenter le salaire des AESH, on ne peut pas augmenter le salaire des enseignants, ou alors on ne peut pas augmenter les salaires, ça va nuire aux petites entreprises. Ça a nuit à aucune entreprise d'augmenter 33% le SMIC, je peux vous le dire. Et ils ont tous eu des clients, le lendemain. Les gens qui ne pouvaient pas faire réparer leur gouttière, ils sont venus voir l'artisan pour la faire réparer, alors que ça faisait déjà 3 ans qu'ils attendaient. Et donc, en vérité, toutes les petites entreprises et toutes les tâches productives immédiates se sont trouvées boostées par l'augmentation des salaires. Et c'est sans doute à cause de ça, puis de mes origines, que je parle du salariat maintenant. Il y a des gens, ils roupillent quand on parle du salariat. L'autre jour, j'écoutais Léa Salamé sur la canicule, au journal télévisé, et elle disait, nous allons interviewer les gens qui souffrent de la canicule, de la chaleur, et elle citait, je ne mens pas, les paysans. Ils n'ont pas interviewé de paysans d'ailleurs. Et puis après, elle dit les auto-entrepreneurs, les artisans, et on passe à 2 couvreurs. Je ne sais pas si vous avez regardé ce journal ce soir-là. Elle n'avait pas pu cracher le mot salarié, hein, ni ouvrier. Et pour artisan, elle voyait un couvreur qui était visiblement d'ailleurs des ouvriers. Hein. Et elle n'utilisait ni le mot ouvrier, ni le mot salarié. Ils arrivent à faire croire qu'il n'y a plus de classe salariale. Ils arrivent à faire croire que, je sais pas, que c'est un peuple, un agrégat social au contour flou, dont on ne sait pas bien la nature, qui est émiettée, balkanisée, etc. En vérité, il y a une vraie classe salariale. Alors, est-ce que c'est les travailleurs essentiels? Tout peut être utilisé. Travailleurs essentiels, travailleurs de première ligne. Moi je dis le haut, le bas, le milieu du salariat, et j'insulte personne quand je dis c'est le bas, le haut. J'essaie de pas dire travailleurs pauvres parce que les gens se disent puis c'est pas juste d'être travailleur et pauvre. Donc je cherche les mots, mais je trouve toujours que le meilleur des mots, c'est salarié. C'est-à-dire qu'on n'a que sa force de travail à vendre. C'est une vraie définition, ça. À la différence des autres qui l'achètent, hein, des patrons. On n'a que sa force de travail à vendre. On produit toutes les richesses. Parce que, contrairement à ce qu'ils disent, c'est pas les patrons ni les banques qui produisent des richesses. Hein. C'est le travail. Seul le travail crée de la valeur. Seul le travail crée de la valeur. Et en gros, je vais faire une grande phrase là d'un seul coup, le capital la pille, quoi. Hein, quand un patron vous donne jamais de travail, à mon avis, hein, n'utilisez jamais cette expression-là. Un patron, il donne rien. Vous lui vendez votre force de travail et il fait du profit dessus. C'est vous qui le payez. C'est pas lui. Enfin, c'est ce que je viens de dire là, c'est du lourd. Hein? Parce que si c'est vous qui payez votre patron, il doit vous respecter. Il doit y avoir du droit. Il ne doit pas considérer qu'il y a un métier plus élevé que l'autre.
j'allais dire, le salarié des tours et des bourgs, ce qui est important, c'est qu'il soit salarié. La définition dans la société, pour nous tous, c'est le salarié. Et notre salaire est... un philosophe que j'étais prof de philo, mais pas longtemps, hein. Il s'appelait Alain, vous vous souvenez peut-être. Il disait, il disait exactement, les fraises ont le goût des fraises, et les salariés se battent comme pour leur salaire, comme ils aimeraient les fraises. Bon, c'est à peu près ça la phrase. Je la trouve relativement poétique, quoi, de comparer les salaires à des fraises. Mais on est tous dépendants de notre salaire. Je veux dire, on calcule, il n'y a pas de... La vie de tout le monde. Là, il va y avoir, vous avez vu, il y a une directive européenne sur la transparence salariale qui devait s'appliquer le 1er juin, qu'ils ont reporté le 7 juin, qu'ils vont reporter en décembre. Ils sont embêtés dans les entreprises. Il y a 1 200 000 entreprises en France. Il y en a 3% de plus de 50. Mais les 3% d'entreprises de plus de 50 font travailler la moitié des salariés. 50%. C'est-à-dire 8 millions quand même. 8 à 9 millions quoi, dans les plus de 50. C'est pas rien quand même. Hein. Bon. Et ben, ils vont avoir du mal à expliquer les salaires. Ils ont la trouille. C'est une directive qui n'est pas très révolutionnaire en soi. Hein. Elle dit que dans les entreprises, maintenant, tout le monde doit connaître le salaire des autres et pouvoir comparer le sien à celui des autres. Et ben, il y a 80% des entreprises et du MEDEF qui sont contre appliquer la directive européenne. Pas bien évidemment. Hein, ça remet en cause tout. Et donc, alors, en plus, le salaire aujourd'hui, c'est le salaire médian, parce que faut jamais utiliser le salaire moyen, hein, vous le savez tous, parce que vous utilisez le salaire moyen, puis que Bernard Arnault rentre ici, on est tous millionnaires. Vous voyez ce que je veux dire? Le salaire médian, c'est vraiment 50% en dessous. Il est à 2028 € aujourd'hui. Je parle bien en net, hein, parce qu'il faut y arriver. 2028 €. 50% de ceux qui travaillent, c'est ça qui sont en dessous de 2028 €. Quand vous voyez là, vous avez tout dit, quoi. Alors vous direz, il y a des salariés plus riches. Ouais, c'est vrai. Les cas sont très prolétarisés aussi. Hein. 98% des salariés gagnent moins de 4 000. Donc le salariat, 98%. Et combien nous sommes? C'est toujours un chiffre parce que une fois, c'était il n'y a pas longtemps, dans une discussion, puis je dis le salariat, c'est 90% des actifs. Une personne qui était à côté de moi dit oh non, il y a de moins en moins de salariés. J'ai dit mais tu lis trop le Figaro. Parce qu'en vérité, non, c'est vrai, 90% des actifs sont salariés. Il n'y a que 10% d'indépendants, auto-entrepreneurs, paysans, commerçants, patrons. Curé. Inclus. 10%. 10%, 90%. C'est-à-dire que l'autre fois, je parle du salariat, elle me dit il n'y a pas que les salariés. Bah, quand tu as 90% qui est salarié, tu as parlé de l'essentiel quand même. Hein. Les 10%, il faut s'y intéresser aussi, j'y reviendrai. Mais les 90%, voilà. Et surtout, ces 90%, ils sont maltraités entre eux. C'est-à-dire qu'ils font tout pour les diviser. Ils font tout pour opposer le mécanicien, l'informaticien, l'infirmière et la cuisinière, le balayeur et l'ingénieur. Ils font tout pour les opposer. Et pour faire croire aux gens qu'ils n'ont pas la même... Ils ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas la même intérêt, ils ne sont pas la même classe. Et moi, je passe toute ma vie à dire vous êtes dans la même classe, les gars et les filles. Vous avez tous un statut. C'est le salariat. Vous avez tous un salaire. Et salaire avec une feuille de paye. C'est-à-dire qu'il y a 30 millions qui ont une feuille de paye. Et sur leur feuille de paye, ils peuvent voir leur moitié de bonheur, leur moitié de fraises, et puis quand ils ont presque rien, et il faut qu'ils s'en sortent avec cette feuille de paye. Et souvent, c'est pour ça qu'il faut expliquer, les gens ne regardent pas leur feuille de paye. Les gens qui venaient en ma permanence et qui ne savaient pas lire leur feuille de paye, quoi. Bon, quand ils me disaient, quand on parlait à un syndicat, ils me disaient lequel? Je ne connais pas, monsieur l'inspecteur. Vous me conseillez lequel? Ils croyaient qu'ils s'engageaient dans la politique, dans
Voilà, et simplement, je dis, mais c'est pour vos droits. Oh, ouais, faut pas que je le dise au patron, bah, je dis, c'est mieux de ne pas le dire au début. Mais vous avez votre feuille de paye. Et sur la feuille de paye, vous avez tout. Tout ce qui nous rassemble. Tout ce qui rassemble le travailleur essentiel, de n'importe comment qu'on l'appelle, des tours, des bourgs, essentiels, de premier niveau, de première ligne, pauvres, ou du bas du... Tous ont une feuille de paye. Sur la feuille de paye, tout est lisible. Et les gens ne le savent pas. Et dans la présidentielle qui vient, je fais des bons comme ça, mais vous avez entendu Attal. Non, vous avez raison. Et bien Attal, il fait sa campagne sur on va viser droit le brut. On attaque le brut. Alors, les gens passent à côté, ils disent c'est pas moi, je suis pas. Bon. Et j'ai entendu Rotaillot faire son meeting. On attaque le brut. J'ai entendu Édouard Philippe. Il va faire son meeting, il n'y arrive pas, il paraît qu'il va décommander la salle le 5 juillet prochain. Ils essaient tous de remplir le plus la salle avant de se mettre d'accord. Et Édouard Philippe, il dit on va attaquer le brut. Et j'ai écouté Bardella. On va rapprocher le brut du net. Ah oui. Mais alors, ce qui se passe là, c'est qu'ils sont tous d'accord sur une question essentielle. Attaquer les cotisations sociales qui sont sur le salaire. Bien sûr, c'est mettre en cause la sécurité sociale. C'est-à-dire l'enjeu de la prochaine, à mon avis, l'enjeu de la prochaine présidentielle, je vous le dis, c'est ça. J'ai discuté avec François Ruffin, il en est d'accord sur ces choses-là. Tous ceux qui commencent à s'engager, mais il me semble qu'il faut aussi mettre cette question-là, comment dirais-je, centralement. Parce que quand ils veulent attaquer le brut, ils sont 4 bruts à attaquer le brut, ceux-là. Quand ils veulent attaquer le brut, c'est 850 milliards. Là, les gens ignorent forcément, mais c'est à nous, militants, de le dire. Parce que je ne suis pas monsieur politique. Je suis un militant, c'est un militant. Et c'est aux militants de le dire. 850 milliards proviennent des cotisations sociales. Vous savez combien c'est le budget de l'État? 500 milliards. Le budget de la protection sociale, c'est 850 milliards. Le budget de l'État, c'est 500 milliards. Il reste un petit budget plus petit, c'est celui des collectivités territoriales. 300 milliards. 850, c'est à la louche, je ne vous donne pas les... Mais 850, 300 et 500. Ils nous disent on ne peut plus rien faire pour vous, on ne peut pas vous augmenter votre salaire, on ne peut pas vous soigner davantage, on ne peut pas mettre de clim dans les hôpitaux, on ne peut pas mettre de clim dans les écoles parce qu'on n'a pas de sous. Pourquoi on n'a pas de sous? Parce qu'on est endetté. Ah, la dette, il faut d'abord remplir la dette. Alors, Bayrou sort un livre, Alerte la dette. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Et là, quand il dit Alerte la dette, il dit qu'il faut réduire la protection sociale. Mais il y a un truc que la Cour des comptes, une Cour des comptes, moi je croyais, quand on fait les comptes, on regarde les budgets. La Cour des comptes en France, elle ne regarde pas les budgets. Elle mélange tout. Et quand on regarde les budgets, séparément, sur le budget de la protection sociale, quelle est la part de la dette qui vient de là? 9%. Sur le budget des collectivités territoriales, sur les 300 milliards, quelle est la part de la dette des 3300 milliards qui vient de là? 8%. Quelle est la part de la dette qui vient du budget de l'État? 83%. C'est pas notre protection sociale qui fait la dette. C'est même pas les collectivités territoriales, les communes, les départements et les régions. C'est le budget de l'État. Alors on examine le budget de l'État. Pourquoi ce budget-là de 500 milliards, on ne parle même pas de notre santé, pas des hôpitaux, etc., en 8 ans, a fait 1000 milliards de dettes de plus.
Quand ils disent la dette, c'est la gauche. Non, non, il n'y a pas de photo. 83% de la dette du budget de l'État. Alors on examine, ça a été fait au Sénat. Le Sénat unanime. Alors, le Sénat unanime, vous m'écoutez bien, hein, c'est rarissime. C'est l'assemblée des gens le plus à droite que vous pouvez rencontrer. Ils ont fait une commission d'enquête sur pourquoi la dette du budget de l'État. Ils ont trouvé une réponse. 211 milliards sur 500. Hein. C'est pas une patte d'alligator. Sont donnés aux patrons, mes ennemis du début là. Ils reçoivent 211 milliards. 211 milliards chaque année. Sans condition. Alors, si on vous fait un prêt à la banque, vous allez voir la liste des conditions. Si on vous contrôle à l'URSSAF par rapport à... Vous allez voir comment ça peut se faire. Si on vous contrôle à tous les niveaux, allocation, aide au logement, etc., vous ne faites pas de blanche 10 fois. Là, les 211 milliards sont donnés sans papier. Il n'y a rien. Pas de conditions. C'est donné sans contrôle. Il n'y a pas de contrôleur. Et il n'y a pas d'obligation. Ils peuvent licencier quand même. Ils peuvent délocaliser quand même. Ils peuvent expulser quand même. Ils peuvent prendre des précaires quand même. Ils peuvent prendre des intérimaires quand même. Ils peuvent prendre des travailleurs essentiels ou pas essentiels. Ils s'en foutent dans ce cas-là. Et ils baissent simplement, ils bloquent les salaires. Et 211 milliards chaque année. 40% du budget de l'État. Vous prenez les 10 ans de Macron, 211 milliards, ça fait 2111 milliards. C'est ça, parce que... Eh ben, voilà, où vous cherchez où est la dette. Et il y a quelqu'un qui disait, mais si on explique ça aux gens, ils vont faire la révolution. Oui. 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 Oui, c'est-à-dire que pour changer la vie face à la canicule, il faut s'attaquer à ce mammouth, quoi. Et eux, au lieu de changer la vie pour la canicule, ils essaient de nous faire asseoir sur la tête un deuxième mammouth. On va vous prendre les 850 milliards. On va vous prendre le brut. On va vous enlever ce qui est votre salaire du haut de la feuille de paye. Vous ne le regardez pas, puisque vous regardez le bas. Normalement, vous comptez chaque centime. Hein. Dans les rayons du supermarché, vous regardez la différence. Hein. C'est ça. Mais vous ne regardez pas le haut de la feuille de paye. Et le haut de la feuille de paye, c'est ces 850 milliards, c'est ce qui va à la santé, à la retraite, à l'accident du travail, encore un peu à la famille, au logement et au chômage. Alors, déjà, ils vident pour le chômage. Ils vident pour les allocations familiales, Hollande l'a fait. Ils vident pour les accidents du travail, la caisse est bénéficiaire, ils veulent la prendre en main et changer la gestion. La santé, bah, ils resserrent. Ils exonèrent les patrons des cotisations. Ils font les transferts pour remplacer les trous qu'ils ont mis dans la caisse d'État, quoi. Et ils veulent maintenant rapprocher le brut du net. Je vous dis quelque chose, il va en falloir beaucoup des réunions comme ce soir pour expliquer aux gens ce que ça veut dire. Hein. Parce que quand vous avez toutes les forces de droite et d'extrême droite, alors moi je fais une distinction toujours entre l'extrême droite et la droite. L'extrême droite, c'est les fascistes et c'est les racistes. Il n'y a pas de pitié. Il y a une barrière. C'est pas comme la droite. Quand ils sont d'accord tous, droite et extrême droite, pour s'attaquer à la Sécu, aux cotisations sociales, dire qu'il faut les fiscaliser et les remplacer par une TVA sociale. TVA sociale. Comme si c'était pas le salariat qui produisait toutes les richesses. Comme si c'était pas le salariat qui avait sa force de travail à vendre. Comme si c'était pas nous qui payions les patrons. Comme si c'était pas nous qui faisions tout. On va nous enlever le haut de notre feuille de paye. Alors il y a plusieurs façons de défendre. Hein. C'est que quand on est payé, en fait, le patron nous paye pour ce qu'on produit. Mais le haut de la feuille de paye, c'est pour qu'on reproduise notre force de travail.
c'est pas seulement pour qu'on mange au mois le mois, c'est pour qu'on vive sur toute la vie. Toute la vie. Même du temps des esclaves, ils n'avaient aucune liberté, ils étaient maltraités, etc. Mais le maître devait, même dans le code noir qui a été aboli récemment, il devait leur donner un toit, il devait leur donner à manger, même quand ils étaient malades, il devait nourrir les enfants, il devait continuer de les nourrir quand ils étaient vieux. Tout ça se passait très mal. Mais ça faisait partie de ce que le maître des esclaves était obligé de faire, quoi. Et le film, c'est Quemada. C'est un film avec Marlon Brando qui date des années 70 et qui se passe à Haïti, où les esclaves se soulèvent contre Napoléon, qui était un esclavagiste, raciste, sexiste, antisémite. Ils se soulèvent contre Napoléon et les troupes, là, les propriétaires terriens se défendent, ils flinguent les esclaves. Puis à un moment donné, ça va durer que 2 ans, les esclaves se soulèvent et gagnent. Ils font payer à Haïti depuis 200 ans, cette victoire éphémère. Et donc, dans Quemada, c'est ça, quoi. Et alors, quand même, les propriétaires terriens se réunissent, et le héros anglais, Marlon Brando, quand même, pas n'importe quel acteur, hein, leur dit arrêtez l'esclavage. Réfléchissez. L'esclavage vous coûte cher. Vous les nourrissez, vous les logez, vous payez les vieux, vous nourrissez les jeunes, et quand ils sont malades et qu'ils ne bossent pas, vous les payez quand même. Enfin, vous ne les payez pas, vous les nourrissez quand même. Arrêtez. Faites-en des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Et les propriétaires terriens de l'époque se frappent le front et disent bah oui, on vire les esclaves. Ils sont allés en chercher d'autres qui n'ont payé qu'à la tâche. Tout le 19e siècle, c'était antérieur au statut du salariat. C'était des tâcherons, des manouvriers, des besogneux, des journaliers, des auto-entrepreneurs avant l'heure. D'accord ? Le salariat s'est formé tard en France. En 1910, il y avait 3 millions de salariés. En 2010, 30 millions de salariés. C'est aussi, ça permet de battre aussi des trucs en brèche, hein, parce que quand on vous dit avec l'intelligence artificielle, il n'y aura plus de salariés. L'intelligence artificielle, pour l'instant, elle fait travailler des dizaines et des centaines de millions de salariés en plus. Il faut la nourrir. Et on a eu tout. La vapeur. On disait c'est fini, les canus sont battus contre les machines à vapeur. L'électricité. C'est fini avec l'électricité. Vous avez eu l'informatisation, la numérisation. Et maintenant, vous avez l'intelligence artificielle. Et on est quand même passé de 3 millions à 30 millions. Ils ne peuvent pas se passer de nous. Ils ne peuvent pas se passer de nous. Il ne faut pas être défaitiste là-dessus. Le salariat est une force sociale en expansion. Dans le monde, il y a 1 milliard de plus de salariés en 30 ans. La Chine, le Brésil, l'Inde, il y a 54% de salariés dans le monde. 54%, c'est majoritaire. Avant, c'était de l'économie informelle. Et même en France, au moment du Front populaire de 1936, le salariat, c'était à peu près 30% de la population. En 1945, c'était à peu près 45% de la population. Les indépendants étaient 55%. Ils étaient majoritaires. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu s'affilier à la sécurité sociale. Ils croyaient que, puisque le salariat était minoritaire, la sécurité sociale ne tiendrait pas. Et c'est le salariat qui a gagné. Je ne cite pas souvent François Mitterrand dans ma culture, mais quand il avait gagné en 81, il a dit « c'est la majorité sociologique qui m'a élu ». Il s'est fait engueuler pour avoir dit ça. Mais c'était vrai. L'élection, je vais passer aux institutions comme ça. L'élection présidentielle était faite pour que jamais la gauche et les salariés derrière elle ne gagnent. Et en vérité, après 68, au moment de 68 à peu près, et après 68, le salariat est devenu majoritaire en France. Et ça s'est traduit sur le plan politique. C'est d'ailleurs toujours comme ça qu'il faut raisonner avec la gauche. C'est pas un démiurge qui crée la gauche et la sauve du péril. C'est la gauche qui lutte
c'est les salariés qui combattent, qui produisent, qui se syndiquent et qui nourrissent et donnent naissance à des partis politiques. Ce n'est pas les partis politiques ils sont le produit du mouvement social. Ce n'est pas eux qui le produisent. Et quand vous voulez lire les événements, il faut voir la force du salariat et comment elle se traduit. Et le salariat, essentiel, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, breton, pas breton, il a besoin d'être uni. Parce que quand il est uni, il devient fort et il peut dire au patron, stop, je veux 33% d'augmentation du SMIC tout de suite. Et il peut l'avoir. Ça s'est déjà fait. Ça peut se refaire. Et c'est ce message-là qu'il faut faire passer. Surtout quand les brutes s'attaquent à notre brute. Surtout quand ça devient l'enjeu de la présidentielle. Il y a 1000 choses dont on peut parler dans la présidentielle, parmi les droits démocratiques, parmi tout ça. Mais le cœur, c'est pour ça que j'aime bien François Ruffin, mais Clémentine Autain aussi en parle. Il faut parler du salariat, du salaire, du rapport de force, du travail, des accidents du travail faut pas, quand ils parlent de la canicule, ils vous montrent des touristes qui se baignent dans les fontaines du Trocadéro. Comme si c'était ça le premier aspect de la canicule. Ils ont qu'à se tourner, ils vont voir le chantier avec le gars qui est en train de crever de chaud et qui est en train de perdre des années de vie sur le chantier. Ça, ils ne le montrent pas, mais c'est à nous de le faire. Ça, c'est le travail de la gauche. Et elle a besoin, la gauche, de dire aux salariats qu'il faut s'unir. On ne peut pas lui dire, écoutez, moi je défends mon parti, je défends ceci contre l'autre, toi t'as tort, toi t'es mauvais, toi t'es mou, moi je suis plus dur, moi mais je suis plus longtemps, et puis Non. Le salariat est multiple d'ailleurs, hein, la CGT, CFDT, Sud, CFTC, UNSA, etc. Il est multiple. La gauche est multiple aussi. Ce qu'il faut, c'est arriver à unir pour que la force collective et consciente de ceux qui bossent se ressentent, se manifestent et l'emportent. Et l'unité d'action, c'est ça qu'il faut. Et là, je vais dire un truc, on ne peut pas chercher à obtenir du salariat l'unité de pensée. L'unité d'action n'est pas l'unité de pensée. Vous pouvez penser totalement différemment. Vous pouvez penser religieux par religieux, vous pouvez penser région par région, vous pouvez penser petit salarié, grand salarié, vous avez le droit de penser totalement différemment si vous savez discerner ce qui est le point commun de votre intérêt. Et le point commun de votre intérêt, c'est de défendre votre salaire. Si vous défendez bien votre salaire net et brut, vous allez gagner contre les autres. Si vous défendez bien votre salaire net, il faut apprendre à dire net et brut. Il faut défendre le brut autant que le net. Il faut défendre le salaire sur la vie autant que le salaire sur le mois. Il faut défendre le salaire mutualisé de la sécurité sociale de la même façon que ce qu'il nous reste pour acheter le dernier caddie du mois. C'est aussi important. Et ça, il faut faire éclairer les gens dans cette campagne présidentielle pour continuer dans la lignée du Front populaire. Et le titre de cette réunion, c'est comment on s'en sort unis pour avoir un monde meilleur, c'est ça. Enfin, si on veut avoir un monde meilleur, il faut éclairer les gens sur le salaire brut et le salaire net. Le salaire brut, c'est la sécu. Il faut la sécu 100%. Si vous dites on enlève le brut, le patronat il dit ah oui mais on va vous augmenter le net, rapprocher le net du brut. Si vous augmentez le net par rapport au brut, possible, hein? Possible. Patrick Martin, là, c'est le gars du MEDEF, il dit pour un smicard, ça ferait, selon nos calculs, 344 € de plus dans l'année. Et pour 1,5 fois le SMIC, dit-il, ça ferait 400 € dans l'année. Ouais, mais qu'est-ce qui va payer l'assurance à la place du brut? Si vous n'avez plus les cotisations, vous prendrez une assurance privée, mais vous boufferont vos 344 €. Vous croirez avoir augmenté le net, mais vous paierez de plus en plus cher pour tous les services de la protection de la santé. Je ne vous conseille pas d'avoir un cancer. Hein, parce que si vous n'avez plus la sécurité sociale, vous voyez le processus. Mais c'est ça qu'il va falloir expliquer. C'est pas même si ça nous paraît évident aux militants, c'est ça qu'il va falloir expliquer à une échelle de masse
dans la campagne présidentielle qui vient. Et après, il va falloir faire sauter le présidentialisme, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, j'étais contre, en 62, c'est mon âge, hein, j'apparaissais juste à la politique. Hein. Moi, c'est ma femme qui m'a fait faire de la politique. Soisic Le Toulec, je rends hommage aussi. Hein. Elle a 4 ans de plus que moi. Bon. C'est clair que en 62, quand De Gaulle a fait le référendum sur la présidentielle, on s'est dit, on peut pas, c'est un roi et on va élire un roi. On était contre. Aujourd'hui, c'est présenté comme l'élection clé. Non, moi je préfère l'élection communale. Je préfère que les décisions se prennent au niveau où elles doivent être prises. Small is beautiful. Je suis pour les communes et les décisions au niveau des communes. Je suis pour les décisions au niveau des départements. Je suis pour quand il y a une particularité régionale, qui ait les modalités adaptées. Et je me fais peut-être disputer par mes propres amis, mais c'est une vieille culture. C'est une vieille culture. Mais je n'ai rien contre l'autonomie des Corses. Si c'est les Corses qui le décident, c'est ceux qui décident. Voilà, point. Et c'est pareil, la commune, le département. Je suis contre la suppression des départements. Je suis pour les 100 départements. Quand il l'a fait, l'autre, c'était pour que le chef-lieu soit une journée de cheval. Bon, maintenant, avec Internet, c'est vrai que c'est un peu caduc comme image. Mais on n'empêche que quand même, il faut pouvoir aller. Quand ils ont fait la région qui va de Toulouse à Montpellier, c'est pas logique. Il n'y avait pas besoin d'agrandir les régions. Et il n'y a pas besoin de supprimer les départements. Et je suis pour une société 6e République sans président. C'est le Parlement qui doit diriger. Et on me dit, il y a trop de députés, je vais vous dire quelque chose, moi. Je suis pour 1000 députés, s'il faut 1000 députés. Parce qu'avec les moyens modernes, il faut les retourner. On peut justement travailler collectivement avec des équipes, des commissions, etc., qui permettent ensuite les votes sont plus rapides. Donc, en vérité, une république parlementaire, une république démocratique, une république basée sur des contre-pouvoirs à tous les niveaux, une république qui respecte l'indépendance des médias et de la presse, et qui fasse que l'indépendance des médias et de la presse ne puisse pas être rachetée par 5-6 personnes, et qu'il y ait interdiction de concentrer. Une république qui fasse qu'on puisse effectivement s'exprimer artistiquement, culturellement, linguistiquement. Tu es un bon interlocuteur avec moi. Hein. Et donc voilà, c'est-à-dire avec le maximum de droits démocratiques. Moi, ceux qui m'attaquent les partis, les partis ont des tas de défauts. Ils ont des appareils. Il faut parfois théoriser les appareils. Et tout parti sécrète un appareil. Même une association sécrète un petit appareil. Vous avez parfois un trésorier qui s'accroche à son petit pouvoir. Ah, voilà. Et les syndicats aussi sécrètent des apparatchiks. Hein. Il faut pas les insulter. Il faut comprendre pourquoi ça existe. Moi, j'ai compris, jeune, grâce à un Breton. Tiens, je vais essayer de me faire bien voir encore dans cette salle. C'était un cégétiste des chantiers navals à Brest. Et il décrivait un gars qu'il n'aimait pas, qui était bureaucrate syndical, il dit, lui. Bon. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Lui, il me disait, il veut boire le coup avec l'amiral. Je ne comprends pas tout ce que tu me dis. Quand le chantier naval, le bateau est fini, on sable le champagne. Et lui, il veut toujours sabler le champagne. Mais pour sabler le champagne, il faut qu'il remplisse 2 conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il ait défendu suffisamment les ouvriers. Sinon, c'est pas lui qui est élu. Ils finissent par le virer, ils votent pour un autre qui va boire le champagne à sa place. Et la deuxième, c'est qu'il faut qu'il n'ait pas trop défendu les ouvriers, sinon c'est l'amiral qui ne l'invite pas. Et il n'a pas de champagne. Est-ce que je peux vous avoir fait mon explication de ce que c'est un appareil ? C'est ceux qui ont besoin d'être... Ils sont bien dans les ordres de la République, mais il faut quand même qu'ils aient nos voix, celles des salariés. Hein, et dans la gauche, vous avez des partis comme ça. Il faut les comprendre dans leurs contradictions. Comment on dit, la lutte des classes les traverse, quoi. Mais quand vous les rassemblez, quand vous les amenez dans une même dynamique,
quand vous faites un front populaire avec eux, quand vous les entraînez dans un mouvement, qui est un mouvement social, vous pouvez les amener à aller beaucoup plus loin que ce qu'il faut. Moi, je n'oppose jamais réformistes et révolutionnaires. La réforme nourrit la révolution, et la révolution se nourrit de la réforme. Il n'y a pas des mous et des durs à gauche. Il y a besoin de tout le monde. Quand vous avez besoin de lutter sur les retraites, vous faites une intersyndicale. Et donc il dit, j'aime pas la CFDT. Bah oui, il y a besoin de la CFDT. Bah oui. On va faire le nécessaire pour avoir un mouvement qui permette de les entraîner. Et s'il y a des gens qu'on pense trop mous, on ne les crache pas dessus, on ne les insulte pas. C'est pas en leur tapant dessus qu'on va les faire avancer. Et on ne va pas les faire disparaître. Il y a une seule façon de s'adresser à eux, c'est de leur proposer l'unité d'action. Pas l'unité de pensée, l'unité d'action. Ils pensent ce qu'ils veulent, ils gardent leur culture comme ils veulent, mais si on peut les amener sur le terrain des retraites, si on peut les amener sur le terrain des salaires, si on peut les amener sur le terrain de la défense de la Sécu, si on peut les amener sur le terrain de la défense du brut, alors clairement, on entraînera un mouvement massif. C'est l'histoire du Front populaire. L'histoire du Front populaire, elle est complètement fantasmée dans la tête des gens. Le Rassemblement populaire est né en 1935, après l'épreuve de 1934 avec les fascistes. Ça motive les gens pour s'unir. Quand ils s'unissent, les radicaux, Parti radical vient. C'est le grand parti bourgeois de l'époque. Il était aux commandes de la Troisième République. Ils signent un programme. Le programme du Rassemblement populaire de 1935 est mauvais. Mauvais. Il n'y a pas les 40 heures, il n'y a pas les congés payés, il n'y a pas les conventions collectives. C'est pas dedans, c'est les radicaux qui l'ont rédigé. Mais l'union enclenche des mouvements. Il y a une union syndicale. CGT et CGTU fusionnent le 2 mars 1936. Et l'union syndicale entraîne des luttes. Et les luttes elles-mêmes se nourrissent. Les caissières de Monoprix, elles sont mises en grève en mars 1936 pour 2,5 d'augmentation de salaire. Elles ont fait 8 jours de grève, elles ont perdu. Elles sont remises en grève en avril 1936. Elles ont demandé 5% d'augmentation de salaire. Elles ont perdu. Elles se sont remises en grève fin mai 1936 avec tout le monde. Elles ont demandé 15% d'augmentation de salaire et elles ont gagné. L'union, c'est ça. Si vous n'avez pas l'union et que vous avez la division, eh ben vous n'avez pas des mouvements de ce type. C'est la fusion syndicale qui a aidé à gagner les élections du 4 mai 1936. Les élections du 4 mai 1936 ont aidé la grève générale à démarrer. Blum, il disait, mais non, moi je gère le pouvoir, je ne le conquiers pas. Et il a mis un mois pour former son gouvernement. Élu le 4 mai, il a formé le gouvernement le 4 juin, mais entre-temps, la grève générale, le 15 mai, elle avait commencé à la TCOR, à Breguet, elle a démarré, elle a touché tout le pays. Et le 30 juin, ils croyaient que ça allait s'arrêter à la Pentecôte, c'est pas le cas. Le 4 juin, ils ont négocié. Le 10 juin, ils ont lâché les 40 heures. Et la grève continuait le lendemain. Alors ils ont lâché les congés payés le 11 juin, sous la pression des masses, et ils ont mis donc dans la grève, dans la dynamique de l'union, tout ce qu'il n'y avait pas dans le programme du début. Alors ceux qui me disent, hey, que le programme, s'il n'y a pas un bon programme, je ne m'unis pas. D'ailleurs, tous les autres sont des mous. Vous entendez ça, vous? Oui. Ah bon, d'accord. Tous les autres sont des mous. Si vous faites ça, vous n'avez même pas le début du Rassemblement populaire de 1935. Moi, je préfère faire des compromis le moins possible, hein, parce que moi, je suis pour le SMIC à 2200 €, je suis pour les 32 heures, je suis contre le travail de nuit tel qu'il est fait aujourd'hui, je suis pour reconstruire le Code du travail, j'ai 10 décrets dans ma besace pour le reconstruire en moins d'une semaine quand on arrive au gouvernement. Je peux expliquer tout à fait comment on prend les mesures pour établir des comités hygiène, sécurité et conditions de travail, comment on diminue les accidents mortels du travail. Je peux vous dire comment on fait qu'il n'y aura plus d'intérim abusif, c'est-à-dire pas plus de 5% de non-CDI dans une entreprise. Pas plus de 5% de non-CDI dans une entreprise. J'accepte qu'il y en ait. Je veux bien qu'il y ait des remplacements des salariés absents. Je veux bien qu'il y ait une toute petite partie du salariat qui soit rendue précaire avec ça, mais pas 20%. À Renaud-Douai, ils ont 4500 salariés, il y a 2500 intérimaires. C'est interdit par la loi. Même en Allemagne, ils ne permettent pas. Même Merkel a permis
a interdit en Allemagne d'avoir plus de 3,5% de non-CDI dans les entreprises de plus de 300. De ce point de vue-là, on a tellement de choses à faire, à condition qu'on parle concret. Salaire, salariat, union, démocratie, pas de présidence de la République, pas de personnalisation. Pas de personnalisation. La personnalisation est l'ennemi de la démocratie et de la culture. La culture et la démocratie imposent de balayer l'idée qu'il peut y avoir un sauveur suprême, un tribun, un César ou n'importe quoi de ce genre. Les Bonaparte, non. Et Napoléon, non plus. La démocratie, c'est que le salariat se mette en mouvement et qu'on l'éduque. Je suis trop long. Tu m'as pas arrêté, Jean-Pierre. Ah non, Mais je m'arrête. Je m'arrête.